Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, défaite 1-0 de la Nazionale ce soir face à l'Irlande, un but de Brady à la 85e minute au terme d'un match sans enjeu côté italien puisque la place de leader du groupe était assurée. Pour analyser ce match, mais surtout pour préparer le très délicat 8ème de finale face à l'Espagne, j'accueille Tom, Emilia et Superio. Salut à vous. Salut à tous. Emilia, on met les coiffeurs, 8 changements dans l'équipe type, pas d'enjeu et une Italie qui, j'imagine, n'a pas dû t'enchanter. Franchement, MJ, on les aime fort nos auditeurs, hein, parce que s'infliger 90 minutes de ce truc qu'on a osé appeler un match de foot, faut vraiment qu'on les aime très fort, hein, parce que franchement, le nombre de fois où j'ai eu envie de zapper en regardant ce match, c'était abominable. Tout était catastrophique. À la limite, il y a que les tribunes qui étaient intéressantes. Le terrain, la pelouse, tout ça, les joueurs, c'était une catastrophe. Avec les C'était, fameux supporters irlandais. Ouais, bah évidemment les Irlandais ils nous enchantent depuis qu'ils sont arrivés, mais c'est vrai que sinon en dehors de ça, oh là, il y avait rien dans ce match, vraiment rien à se mettre sous la dent. C'est une vraie catastrophe. À la limite, je suis content pour les Irlandais qui se qualifient. S'ils avaient pu éviter de nous mettre un but, j'aurais préféré, mais bon, ça passait par là. Donc non, rien à retenir de ce match-là pour moi, à part évidemment sur certaines individualités, mais on y reviendra. Oui, c'est ça, moi je voulais une clean sheet surtout, hein, je voulais finir Voilà. le premier tour sans avoir encaissé de but. Le truc c'est qu'on n'avait pas notre gardien titulaire, on n'avait pas notre défense titulaire, on n'avait pas notre milieu titulaire et même pas notre attaque titulaire. Alors que voulez-vous? On a tout changé ou presque. Superio, c'était logique d'un côté qu'on fasse tourner. Ton sentiment général sur ce match? Difficile j'imagine Oui, pour toi aussi. oui, le match était une purge, hein, quand on voit les erreurs techniques de Sturaro ou de Deschiglio, pour ne citer que ces deux joueurs. On a eu du courage de terminer le match. Bon, après, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est normal qu'ils fassent tourner dans une compétition d'un mois. Et puis, n'oublions pas qu'on était qualifié au bout de 2 matchs, ce qui n'était pas arrivé depuis 16 ans. On aurait tous signé. Ça change de voir l'Italie qualifiée au bout de 2 matchs et de ne pas jouer le couteau entre les dents des derniers matchs. Après, l'autre bonne nouvelle, c'est que Bonucci n'a pas pris son carton et qu'il n'y ait aucun suspendu pour l'Espagne. On aura besoin Il était pas loin, hein. Il était pas loin. Il aurait pu et peut-être même dû l'avoir, hein. Oui, oui, effectivement, non, il méritait un carton. Il y a eu un engagement quand même physique des deux côtés, mais alors surtout côté irlandais. Bon, en même temps, eux, ils avaient un enjeu, hein. Eux, ils cherchaient la qualification, c'est normal, contrairement à nous. Donc effectivement, ils ont tout donné, ça s'est vu. Soupalio, un petit point en plus? Oui, je voudrais rajouter sur un match comme ça, on peut parler de Candreva dépendance. Quand Candreva ne joue pas, on a quasiment plus de jeu sur le côté droit et le jeu latéral fait partie des armes de Conte pour déborder les équipes adverses. Là, l'absence de Candreva sur un match comme ça fait sentir, hein. Même de Pelé devant, si tu veux balancer des grands ballons contre une équipe irlandaise qui maîtrise bien ce type de jeu, autant avoir un vrai pivot devant qui pèse et garde le ballon, hein. Moi, je me demande si je vais pas commencer à parler d'insigne dépendance, mais je vais me retenir parce qu'Emilia veut reprendre la parole juste avant Tom. Emilia, vite, hein. Ouais, juste dire, il y a une De Rossi dépendance aussi, surtout parce que Mota était catastrophique et surtout on voit les problèmes que pose le fait d'avoir deux attaquants au profil similaire. L'avantage de Pelé et Der, c'est que c'est deux profils différents, contrairement à Zaza Immobilier qui se ressemblent vachement dans leur jeu. Bon, il s'est rongé les ongles pendant 90 minutes et plus. Tom, Ouais. comment ça va? Rongeuse donc non, parce que je m'attendais à une purge, hein. C'est une Italie qualifiée, comme dit Superlio, c'est déjà assez rare pour le souligner. Donc je n'attendais absolument rien de ce match. La composition ne m'a guère surprise. Surpris, et C'est... tu y tiens à tes accords participes passés. Ah Tu es ouais, un homme, pardon, Tom, ouais, je te le rappelle. ouais, je sais, la deuxième fois. Ouais. Et c'est le soir en plus. Et bon non, et ce soir j'ai pas vu un match. J'ai eu l'impression de voir la bataille de Verdun vu le terrain, ou alors un Ouais. vieil épisode de Game of Thrones, parce que ça ressemblait plus à ça qu'à du football. Donc bon. Après, être déçu, non. Le principal est là, hein. C'est que, comme l'a dit Superio, Bonucci n'a pas pris de carton, on n'a pas de blessés. Vu qu'ils n'ont pas couru, je pense pas qu'ils se soient vraiment fatigués et que ça joue pour le match de lundi. Et en plus de ça, petit plaisir personnel, même si je supporte évidemment l'Italie, je suis quand même assez content de voir cette équipe d'Irlande et surtout leurs supporters aller en huitième de finale, bien plus que les supporters turcs, par exemple. Parce que les Irlandais, en tout cas les supporters, nous enchantent depuis le début de la compétition. C'est un des rares vrais points positifs. Bon, alors certes, c'est embêtant de prendre un bus, mais bon, ça me fait plaisir pour eux, donc je suis même pas déçu au final. Oui, sur ce dernier point, je suis d'accord. Bon, on passe directement aux individualités parce qu'on fait très très court sur le match. On attaquera le 8ème de finale avec davantage d'enthousiasme et Emilia veut ouvrir un grand chapitre en fin d'émission. Donc pour pas faire trop long, on attaque directement avec donc Monsieur Sirigu. Emilia, ton opinion sur le gardien? Alors, Sirigu, il a été bon dans un domaine, c'est les sorties aériennes. Je l'ai trouvé
plutôt en jambes dans ce domaine-là. Par contre, il a raté tout le reste. C'est-à-dire que ses relances, c'était une catastrophe. L'entente avec les défenseurs, une catastrophe. On sentait bien que les défenseurs, Bonucci en tête, n'avaient absolument pas confiance dans leur gardien. Et le but, il est en partie pour lui, il est aussi pour Bonucci, mais il est en partie pour lui parce qu'il rate complètement sa sortie. Bref, un match à oublier pour Sirigu, et je pense une saison à oublier pour ce joueur. Et il faut qu'il parte se relancer ailleurs là parce que c'est plus possible. Et on voit la scène à un moment donné quand Bonucci à l'entrée de la surface de Ouais. réparation dégage en touche parce que Exactement. Sirigu lui a pas parlé, donc c'est vrai qu'il y a un problème d'automatisme effectivement. Supario. Oui, bon, je suis d'accord avec vous pour les relances qui étaient ratées, les sorties aériennes étaient bonnes, mais il faut quand même signaler qu'il sort une belle tête en début de match, il me semble que c'est vers la 20e minute de jeu, et gagne son face-à-face en fin de match, donc il a quand même sorti 2 arrêts. Hein. Oui c'est vrai, à la 21ème, une À belle 20, tête, c'est une tête de Murphy effectivement. De Ward, Et- Ward, j'ai noté moi. Ah d'accord, bon bah je me suis Et, peut-être trompé. Et donc à la 84ème, juste avant le but, c'est vrai qu'il sauve C'est ça. l'Italie. On pensait qu'il y avait faute d'ailleurs sur Bonucci me semble-t-il, qui n'a pas été sifflé. C'est ça. Et donc grosse occasion pour l'Irlande. Tom, Pas grand chose à rajouter. Il a fait son match sur le plan des arrêts, beaucoup moins sur les relances, notamment au pied, où j'ai eu l'impression de voir Diego Lopez. Donc, qui s'en va d'ailleurs. Hein. oui, bah tant mieux. Et tant mieux également que Buffon reprenne sa place. Je n'ai rien contre Sirigu, mais entre un gardien de classe mondiale et un honnête gardien européen, je préfère le gardien de classe mondiale. Et c'est là que tu te dis que Donnarumma avait largement sa place dans cette équipe, dans cet effectif. Voilà. Surtout connaissant d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, surtout connaissant, même si on pouvait pas le prévoir, le parcours italien, c'est vrai que ça aurait été superbe qu'après 2 victoires, Conte puisse faire jouer Donnarumma en 3e match. Bon, on n'aurait pas pu le prévoir parce que c'était très peu probable que l'Italie gagne ses 2 premiers matchs. Il y avait que Emilia qui aurait pu l'imaginer. Ouais. Mais c'est vrai que oui, on le regrette un peu. Ouais. Bon, Emi à la défense. Alors la défense, le gros enjeu de cette défense, c'était Bonucci ne doit pas prendre de jaune. Il a pas pris son jaune, même si pour moi il est en partie fautif sur le but, puisque là pour le coup, et a raison à mon avis, il manque complètement d'agressivité dans son placement et dans son engagement sur le duel aérien. Maintenant, je dirais presque que l'essentiel est préservé. Ce qui m'embête, c'est que Barzagli a pris un jaune aussi. Pour une faute assez bête, mais sinon j'ai trouvé Ogbonna intéressant. Le duel avec Shenlong était très intense, très intense. Donc il a tenu la baraque sur ce plan-là. Il n'a pas été trop mis en difficulté, j'ai trouvé. Donc c'était aussi voir ce que le remplaçant attitré de la défense pouvait donner. Donc voilà, c'était pour moi ça les enjeux. J'ai pas trop plus à dire sur ce match les concernant. Voilà, l'essentiel a été préservé, le seul truc qui m'embête c'est le jaune de Barzagli. À noter que justement les 3 défenseurs centraux titulaires, Ont parce que tous Chiellini un jaune, en a voilà. aussi, ont un jaune. Donc contre si Attention jamais au par quart. miracle on passait Voilà. l'Espagne, on Attention joue l'Allemagne au quart, me semble-t-il en quart de finale, Ouais. Tom, c'est ça. Oui, c'est ça, Voilà, probablement. donc Palio. Oui, alors, en ce qui concerne Ogbonna, je suis d'accord avec vous, ça a été la bonne surprise et j'ai envie de reprendre une formule d'Aimé Jacquet, il a musclé son jeu. C'est plus le Ogbonna timide du Torino et de la Juve d'il y a deux saisons. Donc pour moi, ça a été la bonne satisfaction derrière, il a été solide. Bonucci, j'ai l'impression qu'il a joué pour éviter son carton jaune, un petit peu dépassé sur le but. Bon, après, vu les 2 premiers matchs qu'il a fait, on peut lui pardonner. Barzagli un peu nerveux, ce qui est un peu inconcevable pour un joueur qui a son expérience. Voilà, ils ont tenu la baraque derrière, mais honnêtement, on sent qu'ils ont joué avec le frein à main et qu'ils seront meilleurs avec un match avec un enjeu plus élevé. Tom. Pas grand chose à rajouter. La belle surprise, effectivement, c'est Ogbonna qu'on avait laissé en partant de la Juve, en étant assez décevant, en ayant raté d'ailleurs ces années à la Juve. Mais là, j'étais assez surpris. Je pense que l'année en Angleterre a dû lui faire du bien. Il était assez méconnaissable. J'avais pas ce souvenir-là de lui, en tout cas. Et alors, quant aux 2 autres, effectivement, j'ai eu l'impression de voir 2 joueurs qui jouaient, mais plus qu'avec le frein à la main. Ils avaient juste envie de pas prendre leur jaune. Bon, pour Barzagli, c'est raté. Bonucci, en dehors de ce point-là, j'avais effectivement l'impression qu'il n'avait aucune confiance au gardien. Ce qui a peut-être joué sur le but encaissé, parce qu'il a l'air assez pâteau, on sait pas trop s'il pense que Sirigu va sortir derrière lui ou pas. C'est pas digne de Bonucci. Après, est-ce que c'est un manque de confiance ou un manque de concentration? Je ne sais pas. Bon, enfin après, comme il dit Superio, il a fait le taf les 2 premiers matchs. Ce match-là comptait pour du beurre, donc je ne lui tiendrai pas rigueur. On passe au milieu, Emilia. Ouais, juste un petit mot à rajouter sur la défense. Bonucci avec le brassard de capitaine, j'ai l'impression qu'après le départ de Buffon, ce sera lui le taulier de cette équipe.
Je suis d'accord. Bah, C'est probablement, c'est le oui. sentiment que ça me laisse, ouais. D'autant que vraiment il a une âme de leader, je trouve. Pour ce qui concerne le milieu de terrain, j'ai trouvé, alors on va commencer par, on va tirer sur l'ambulance, mais Thiago Motta, c'était une catastrophe pendant tout le match, il a absolument tout raté. Franchement, j'ai rien noté de positif avec Thiago Motta, donc match à oublier, et je suis très inquiet si jamais, parce que je crois que De Rossi aussi est sous la menace d'un carton jaune de mémoire. Ouais. Ouais, donc du coup, si jamais on doit se retrouver avec Thiago Motta dans un hypothétique quart de finale contre les Allemands, j'ai pas envie de voir ça. La balle de but Euh, qu'il offre à l'adversaire à la Oh 57e. là 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 C'est là là là. hallucinant. Quelle Le pire, c'est que honte. nous, on le savait avant la compétition. C'est ça le truc. Et On se oui, demande oui, comment voilà. Conte a fait pour le voir. Il a laissé Jorginho à la maison, quoi. Je veux dire, Voilà, c'est exactement. sidérant. J'ai exactement pensé à ça. Ça a été une catastrophe. Ensuite, pour les deux qui l'ont accompagné dans le milieu, j'ai trouvé un Storaro assez nerveux, qui avait du mal à se positionner, même s'il a un gros volume de jeu et que dans le combat qui a été proposé par les Irlandais, il a quand même répondu. Quant à Florenzi, il a été partout, il a couru, enfin, il a fait du Florenzi, c'est-à-dire qu'il a couru aux quatre coins du terrain. Pas toujours précis, il y a un peu de déchets dans son jeu, mais malgré tout, c'était un des rares en première mi-temps notamment, enfin, devrais-je dire dans le premier round, à proposer quelque chose. Donc, moi j'ai plutôt envie de retenir du positif, et les deux latéraux, Bernardeschi, je l'ai trouvé un peu perdu, il a failli nous coter un penalty quand même. Ouais. L'arbitre a été très généreux à ce moment-là, c'est à la 43e minute. Mais c'est ça, juste Et avant la mi-temps. Ouais. juste avant la mi-temps, donc ça aurait été terrible. Et De Chiglio, par contre, je l'ai trouvé plutôt bon. J'ai trouvé à un moment donné, j'ai pas noté la minute, mais tu sais, il propose une solution sur son côté. Il donne un centre à Zaza qui reprend plutôt bien juste au-dessus. J'ai trouvé l'idée intéressante, et De Chiglio, pour moi, sans être transcendant, a fait son match pour moi. Ah bon, tu dois être le seul, mais bon, c'est bien Ouais, l'écho ouais, des non, je l'ai- défenseurs de bah, Deschilio. Soupalio. Alors, Mota complètement dépassé, toujours aussi lent, et à un moment, il fait n'importe quoi dans la surface de réparation en tentant une relance hasardeuse qui aurait pu nous coûter cher. Donc effectivement, il n'est pas en forme, et les critiques qu'on avait vues dans les matchs précédents, notamment les matchs amicaux, sont tout à fait justifiées. Stovraro a peut-être un gros volume de jeu, mais quel déchet technique sur les contrôles et passes ratées. Il y a un moment, il fait rater un contre alors qu'il y avait un décalage qui avait été fait par une des rares bonnes passes verticales de Mota. Après, Florenzi fait du Florenzi comme vous l'avez dit, c'est-à-dire il prend les espaces, essaie de dynamiter un peu le jeu, mais un gros déchet aussi sur les frappes, alors que normalement il a une bonne frappe de balle. Après les latéraux, Bernardeschi, je l'ai trouvé assez timide et approximatif dans ses contrôles, il n'a pas apporté grand-chose. Par contre, Deschilio, j'ai aimé sa prestation défensive, mais Et Mia n'est pas seul. C'est au bien. niveau des solutions offensives, le match est à oublier. Je l'ai pas vu une seule fois prendre son côté, à part peut-être sur un centre, mais honnêtement, il doit apporter beaucoup plus offensivement. Mais par contre, au niveau défensif, on n'a pas grand-chose à lui reprocher, ce qui est positif. Tom. Alors, je vais éviter de tirer sur l'ambulance avec Thiago Motta. Bon, c'est une personne en fin de vie footballistique, donc bon, on l'a vu encore ce soir. Hein, ça fait plusieurs semaines, plusieurs émissions en tout cas, que l'on dit qu'on ne comprend pas ce choix-là, qu'on ne comprend pas qu'il soit dans la liste, que je ne comprends pas qu'il joue. On a vu, c'est pas bon, bah voilà. Hein, j'espère que De Rossi jouera, et je pense qu'il jouera contre l'Espagne, et j'espère surtout qu'il ne prendra pas de carton. Parce qu'un Thiago Motta, effectivement, dans un éventuel match contre les Allemands en quart, ça pourrait vraiment être très difficile. Concernant les deux autres, Florenzi, j'ai bien aimé. Alors, du déchet, mais c'est surtout lié au fait qu'il se dépense sans compter. Il calcule pas son énergie. C'est peut-être un des rares qui va peut-être ressortir fatigué de ce match-là. Donc, je lui en tiens par rigueur, parce qu'au moins, lui, il a mouillé le maillot. Avec lui, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait un match amical, et c'est bien un des rares. Donc, rien à dire le concernant. Et Sturaro, bon, il a des parpaings à la place des pieds, mais je sais pas, moi j'aime bien le joueur. C'est un combattant, c'est vraiment un guerrier comme le veut Conte. Défensivement, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Après, effectivement, il faut lui acheter des pieds, il faut faire quelque chose. À la rigueur, il faut lui dire que dès qu'il a le ballon, il faut qu'il essaye de faire la passe la plus petite possible, parce qu'au moindre contrôle, ça atterrit en touche. Mais je sais pas, j'aime bien le joueur. Au moins c'est un vrai guerrier, il se bat. Le souci, c'est ses pieds. Alors concernant les latéraux, bah, je vais être le seul à flinguer Deschilio. Ah, il en fallait bien. Ah oui, bah, parce que je l'ai trouvé horrible. Alors on a vu l'avis comme quoi donc Deschilio en nationale c'était meilleur qu'au Milan. Mais alors j'ai trouvé plus le Deschilio du Milan que de l'Italie aujourd'hui. Alors défensivement, moi je l'ai trouvé assez en difficulté.
notamment en première mi-temps. Après, en deuxième, ça a été. En première mi-temps, il y a eu 2-3 fois où il s'est fait passer en 1 contre 1 sur des dribbles, pourtant pas très très compliqués. C'était pas Lionel Messi en face non plus. Et offensivement, à part effectivement le centre sur Zaza, c'est sa seule bonne action offensive. Le souci, c'est que son pendant ou le titulaire habituel dans l'équipe type de Conte, c'est Darmian qui est rentré en cours de jeu, qui a fait une rentrée assez très médiocre. Donc il va y avoir des soucis sur ce côté gauche. Je sais pas ce que les choix que va faire Conte sur ce match-là. Alors le dernier, c'est Bernardeschi. Son potentiel est égal à son inexpérience footballistique. Et il a du talent, ce petit. C'est qu'il est bon balle au pied parce qu'il fait quand même des bonnes choses, surtout avec le terrain qu'il y avait. Mais à côté de ça, il fait un nombre de mauvais choix incalculable. On a l'impression que c'est un enfant qui joue, il est un peu apeuré, il prend pas les bonnes solutions, pourtant il regarde, on a l'impression qu'il regarde dans le vide. Il est peut-être encore un peu jeune dans sa tête. Oui, je pense, voilà, la jeunesse c'est une chose, mais il est peut-être jeune mentalement surtout, et pour une compétition comme celle-ci, peut-être que ça viendra plus tard. Effectivement, on a vu une signée sur le banc, dès qu'il est rentré, on a vu la différence. Emilia, un petit point à ajouter avant de passer à l'attaque. Oui, concernant Storaro, je suis d'accord pour dire qu'effectivement, quand il enfile ses crampons, il oublie d'enlever les boîtes. Mais par contre, au niveau des contrôles et des passes, etc., je veux dire, le terrain, on y reviendra, mais je veux dire, c'est normal. Hein. C'est normal. Même Messi rate des contrôles et des passes sur un terrain pareil. Messi qui a mis un coup franc extraordinaire, je sais pas si vous l'avez vu, avec son équipe d'Argentine contre les États-Unis, et qui est en train d'écraser la compétition. Le duel à distance avec Ronaldo, il n'y a pas match, même si Ronaldo a mis un doublé cet après-midi. Donc Emilia sur l'attaque. L'attaque, j'ai déjà commencé à aborder un peu le sujet, c'est-à-dire que bon, Zaza, je l'ai trouvé intéressant dans son activité, etc. Mais du coup, Immobilier, je l'ai trouvé, il avait du mal à se placer, il a été très peu touché il a touché très peu de ballons. Je trouvais vachement en difficulté sur ce match. Autant Zaza, je l'ai trouvé plus intéressant, et ce qui est en plus un camouflet pour Immobilier, c'est la rentrée à la 74e d'Insigne à sa place, qui se procure une occasion sur le poteau 1 minute plus tard. Pour moi, c'est ça le tournant du match. La rentrée d'Insigne, ça change tout. Et d'ailleurs, quand Insigne est rentré, que j'ai vu ce que ça apportait, j'ai dit tiens, Shaarawy, ce serait pas inintéressant. Et moralité, il est rentré juste après. Effectivement, il y avait déjà des combinaisons, notamment avec Florenzi, etc. On a vu des choses se mettre en place. Et c'est dommage de pas l'avoir fait plus tôt, et y compris au début du match, parce que franchement, Immobilier, pour moi, il a servi absolument à rien sur ce match-là. Mais bien, on ne sait même pas si Insigne rejouera dans cette compétition. C'est ça qui m'inquiète. Mais oui, il le prend pour servir les cafés, je sais pas à quoi il sert, mais c'est dramatique, c'est le seul joueur de foot de cette équipe, c'est le seul technicien, le seul talent. Moi c'est celui que je réclame à corps et à cri depuis la spéciale qu'on a faite avant la compétition, et c'est le seul, voilà, il n'y a pas Verratti, donc il y a juste Insigne, c'est le seul technicien. C'est dommage quand même, on a besoin parfois de débloquer les situations, là il l'a fait rentrer, c'était à deux doigts, parce que tu parles de son poteau effectivement à la 77e, tu as raison, mais son tout premier ballon, il est tout prêt de donner une passe décisive à Zaza, me semble-t-il, ou à quelqu'un d'autre, je ne sais plus. Donc c'est vraiment c'est une pépite ce joueur. Alors qu'il soit pas forcément titulaire parce qu'il veut pas toucher à son système tactique, à la limite je peux l'entendre, même si ça me dérange un peu, parce que je pense que même dans un système tactique, hermétique, etc., il y a de la place pour un très bon joueur. Je veux dire, on a eu Baggio à une époque, on peut avoir Insigne aujourd'hui. Enfin, de là à ce qu'il n'entre pas en jeu dans les matchs à enjeu précisément, les 2 premiers matchs en l'occurrence, et peut-être le suivant, c'est un peu troublant. Voilà, il y a des questions à se poser. Si je peux me permettre simplement, faire rentrer Insigne me paraît plus intéressant que de le faire débuter, tout simplement parce que sur une défense fatiguée, il aura plus d'impact que sur une défense fraîche au coup d'envoi. Tu le crois pas capable c'est pas que je le crois pas capable, c'est que je crois que ce serait encore plus efficace. Oui, certainement. Bon, après, c'est un choix de vie, mais après, au moins qu'il entre en jeu, c'est ça. C'est-à-dire que contre la Belgique et contre la Suède, on l'a pas vu du tout. Et là, j'étais même surpris de le voir entrer en jeu. Je pensais qu'il jouerait pas la compétition, moi. Quand je l'ai vu, à la 74e minute, me semble-t-il, entrer sur le terrain, je me suis dit, c'est pas possible, il y a une lubie Conte. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, Soupaglio. Alors, j'ai envie de donner le chiffre 1. 1 comme un but chacun en sélection, 1 comme un tir chacun dans ce match, et un qui a vraiment bien joué au niveau de la dépense d'énergie, des appels, du pressing, c'est Zaza, mais honnêtement, c'est assez limité pour prétendre à plus dans une grande compétition, et on voit bien le décalage avec les grands attaquants du passé, et Immobile n'a pas fait grand-chose à part sa frappe, et les combinaisons étaient assez inefficaces. Après, Insigne, je pense aussi que c'est un problème tactique, il ne rentrerait plus dans un 4-3-3 ou un 3-4-3. À l'époque, au Napoli, Mazzarri ne l'utilisait pas souvent quand il était adepte de son schéma favori, le 3-5-2, donc il a fallu attendre Sarri
l'installer dans un 4-3-3. Après, il faut aussi parler de l'entrée d'El Shaarawy, qui a joué latéral sur ce match, un peu comme il l'avait fait contre la Finlande, mais qui était assez tardive et qui n'a pas apporté encore la plus-value adoptée. Après, je rejoins mon camarade, Insigne apporterait mieux en fin de match, mais je pense qu'il sera surtout utilisé si l'Italie est menée au score pour courir après le score. Il va être utilisé un peu comme Conte le faisait avec Giovinco dans les qualifs. Oui, c'est ça, c'est le joker. Mais tu le crois pas capable de tourner autour d'un attaquant façon 9,5, par exemple, de remplir autour de Pellè le rôle d'Eder. Si, Tu le crois pas capable si, de faire ça? ça serait complémentaire. Après, l'Italie a souvent eu ce qu'on appelle dans la presse italienne des arietti, pardon, des béliers en attaque, c'est-à-dire des joueurs puissants pour garder la balle, des Casiraghi avec un Zola qui tournait autour, ou des Ravanelli, Del Vecchio, Vieri, et on peut encore faire une liste assez exhaustive, et ça a toujours bien fonctionné. C'était le schéma préféré de Cesare Maldini, un bison et un joueur plus petit, technique, qui tourne autour. Ça pourrait bien marcher, oui, pourquoi pas. Et le bison qui était d'ailleurs le fameux surnom de Bobo Vieri, tout le monde s'en souvient. Tom. Je vais commencer par le positif. Zaza, j'ai bien aimé, c'est grosse dépense d'énergie, c'est le deuxième avec Florenzi, où j'ai vraiment eu l'impression qu'il jouait sa place, une éventuelle place pour le prochain match. Il m'a convaincu et j'en viens me demander effectivement pourquoi pas face à l'Espagne. Après, je sais pas, je suis perplexe sur une éventuelle entente Pellè et Zaza. Je suis pas certain de ce que j'avance, mais ça pourrait marcher comme ça pourrait ne pas marcher. Après peut-être aussi c'est le fait que je n'apprécie guère Eder qui me fait dire ça. Mais bon, en tout cas c'est un des rares qui m'a convaincu ce soir. Par contre, ouais, Immobilier, c'est ça, c'est que les deux se sont assez marchés dessus. Il y en a un qui a réussi à tirer son épingle du jeu et l'autre beaucoup moins. Immobilier avait fait une bonne rentrée lors du premier match contre la Belgique. Là, c'était vraiment plus difficile, à part une frappe en première mi-temps, si je ne dis pas de bêtises. Je ne l'ai pas vraiment vu faire quelque chose d'intéressant. 43e. Voilà, merci. Et alors pour la rentrée, donc Insigné, j'en venais à me dire pendant le match, je me disais, s'il le prend pas, s'il le fait pas jouer, pourquoi il ne prend pas pourquoi il n'a pas pris justement un cinquième défenseur, un Rougani ou n'importe quel défenseur, vu le nombre de cartons que nos défenseurs ont eu depuis le début de la compétition, parce qu'Insigné n'a quasiment eu zéro temps de jeu, donc là il en a eu 16 ou 17 aujourd'hui, mais en tout cas au cours du match, quand je l'ai vu se morfondre sur le banc, je me suis dit ouais, mais pourquoi il l'a pris? S'il a subi la pression de la presse, parce que c'est vrai qu'il était assez plébiscité en Italie, je sais pas. Alors pourtant voilà, moi son entrée elle m'a convaincu, un peu comme toi MJ1, c'est un de nos rares joueurs avec vraiment du talent balle au pied. Il rentre, sa première occasion, c'est une superbe transversale sur Sturaro qui malheureusement rate encore un contrôle. Ah, c'est Sturaro, voilà, c'est pas Zaza, je m'étais trompé, bien vu. Ensuite, il a la frappe sur le poteau, puis même, il efface avec une facilité un Irlandais. Bon, certes, ce n'est que l'Irlande, mais il n'y a que ce mec-là qui est capable de faire ça. Moi, j'aimerais bien vraiment le revoir face à l'Espagne. On y reviendra après, peut-être sur l'avant-match face aux Ah Espagnols. oui, c'est imminent. Mais moi, j'aimerais vraiment le revoir, en tout cas. Bon, c'est parti, on y vient justement. Alors ce match face à l'Espagne, évidemment, on l'attendait pas déjà le huitième de finale face à l'Espagne, mais le tirage, le tableau, mais c'est incroyable quand on regarde la partie gauche et la partie droite, la différence quand même, on se demande comment c'est possible. L'Italie va se taper l'Espagne, et si par miracle, comme je le disais tout à l'heure, parce que pour moi il faut un miracle pour qu'on tape l'Espagne, mais bon, espérons, on est supporters, on va essayer d'y croire. Si par miracle on passe l'Espagne, eh bien c'est l'Allemagne qui nous attend en quart de finale, quoi. Je veux dire, quand on voit à côté ce qui se passe de l'autre bord, ça fait pas rêver. Alors, Emilia, l'Italie, alors pas celle qu'on a vue ce soir bien évidemment, mais l'Italie que tu as vue contre la Belgique, en admettant qu'elle puisse encore élever son niveau de jeu, peut-elle, d'après toi, inquiéter, voire éliminer l'Espagne? Alors, d'abord, juste un petit clin d'œil comme ça, assez rigolo avant de commencer. Cette moitié de tableau, c'est la moitié des revanches. Parce qu'on a Italie-Espagne, finale de l'Euro 2012, France-Irlande, la revanche après la qualif, la main de Thierry Henry, voilà, la main d'Henry, tout ça. Potentiellement France-Angleterre, on connaît l'histoire en quart de finale. Et de l'autre côté, soit Allemagne-Italie, demi-finale de l'Euro, etc. Soit Espagne, soit Espagne-Allemagne. Là, c'est une demi-finale, c'est une finale aussi à l'Euro 2008. Et imaginez un France-Italie en demi-finale, au bonheur, 2000-2006, tout ça. Donc voilà, j'aime bien ça me fait beaucoup rire cette moitié de tableau. Pour en revenir au match contre l'Espagne.
Je pense, pour moi, il y a deux choses qui vont être hyper importantes dans ce match-là. Ça va être la capacité de nos défenseurs à pas prendre de carton et la fraîcheur physique. Parce que les Espagnols ont eu des saisons très longues. Il y en a beaucoup qui sont sur les rotules. Ça s'est vu notamment contre la Croatie. Je ne sais pas dans quel état ils vont aborder ce match-là. Et après, évidemment, ça va être très regroupé derrière. Ça va être un match assez similaire, je pense, dans le schéma tactique à ce qu'on a vu contre la Belgique. Par contre, l'Espagne est une équipe autrement rodée que ne l'est l'équipe belge. Donc il va falloir appliquer, je pense, la même méthode, mais avec encore plus de sérieux. Parce que le 3-5-2 de Conte est parfaitement adapté au 4-3-3 qu'on va rencontrer, puisque c'est quasiment le même système qui enferme en fait les deux ailiers dans un triangle. Alors d'un côté Barzagli, Parolo, Candreva, et de l'autre côté on a Chiellini, j'ai oublié le nom, Giaccherini et le latéral qui était Darmian, je crois, Oui, c'est ça, contre les Belges. Voilà, donc les ailiers se retrouvent enfermés dans ce triangle-là et du coup ils arrivent pas à transmettre le ballon proprement dans l'axe et du coup ça va être intéressant. Et après De Rossi pour moi, il va avoir la lourde tâche de s'occuper d'Iniesta et là bon courage mon ami, surtout sans prendre de carton parce que derrière c'est probablement l'Allemagne qui nous attend ou éventuellement la Slovaquie, mais je crois plutôt à l'Allemagne. Bon, Soupalio, ton sentiment, comment appréhendes-tu ce match? Déjà, on joue contre notre bête noire. Si on prend les Ouais. derniers affrontements, on a rarement été à notre avantage. On a eu une victoire en amical avec un but de Montolivo en 2011 à Bari. Après, on a eu des défaites, dont une cuisante en finale de l'Euro. Et à l'instar de Prandelli, je pense que Conte ne commettra pas l'erreur de Prandelli, c'est-à-dire jouer sur le point fort de l'Espagne, la possession. On a bien vu sur ces matchs contre l'Espagne que la défense à 3, le schéma avec 3 défenseurs était problématique pour les Espagnols, que ce soit en Coupe des Confédérations ou lors du récent match amical. Après, on a pu reposer nos cadres, mais cette Espagne est toujours championne d'Europe en titre et a un jeu qui va fatiguer notre milieu de terrain. Hein. Bon, je pense Double que championne d'Europe en titre même. oui, notamment ça avait commencé, je pense que le match fondateur de l'épopée espagnole, c'est le quart de finale de l'Euro 2008. Hein. Une fois qu'ils ont battu l'Italie en quart, moralement, c'était plus la même équipe. Enfin, ils l'ont pas battu, hein. Ils l'ont éliminé. Oui, bon, battu et éliminé, on va pas jouer Et sur les mots. l'Italie sans Pirlo. Sans Pirlo, sans Gattuso aussi. Mm. Ouais. Exactement. Mais c'est vrai que oui, c'est pas, on fait pas les fiers là, hein, faut reconnaître. Hein. On a hâte de voir ce match, on essaye d'y croire parce qu'on est supporter. Mais enfin, si on est réaliste, évidemment, si on prend les joueurs ligne par ligne, ils nous écrasent. Après, le système collectif de Conte qui joue pas du tout comme Prandelli. Moi, j'avais fortement critiqué la façon de jouer Prandelli pendant l'Euro 2012, qui avait beaucoup plu aux médias, mais qui face à l'Espagne, évidemment, ne pouvait pas convenir puisque l'élève ne dépassait pas le maître. Puisque Prandelli voulait jouer quasiment à l'espagnol. Je parle de philosophie de jeu, pas de système tactique à proprement parler, hein, bien évidemment. Je disais qu'il fallait que l'Italie joue sur ses forces, à savoir la défense et les contre-attaques. J'imagine que c'est ce qu'on va tenter là, de toute façon c'est notre seule porte de sortie. Après, la différence entre l'Italie actuelle qui joue la défense et l'Italie des années 90 qui jouait la défense, c'est que ce ne sont pas les mêmes joueurs. Donc il va falloir que le système soit plus fort que les joueurs. Ça a fonctionné contre la Belgique, comme le dit Emilia. L'Espagne c'est autre chose. Et Tom, quelle conclusion tires-tu, on va dire, des données tactiques énoncées par nos deux camarades, et puis de ta, comment dire, ta connaissance de l'histoire récente des face-à-face entre l'Italie et l'Espagne? Bah, déjà, bon, il y a énormément de choses à dire sur ce match, donc c'est dommage qu'on doit un peu résumer. Parce que c'est un match qui justement est passionnant à raconter. Pourtant, je sais que je suis pessimiste de base. Alors, déjà, en dehors de l'Espagne, il faudrait quand même se rappeler le nombre de mauvais tirages, mauvais coups de bol qu'a l'Italie depuis à peu près 10 ans, à l'exception de la Coupe du Monde 2010. Je crois qu'on a eu 2 fois sur 3 les groupes de la mort, et quand on n'a pas un adversaire dur, théoriquement en huitième de finale, il faut forcément que l'Espagne se viande et tombe contre nous. Alors, on a évidemment on est le contraire du cul bord des nouilles, comme on dit. Donc ça c'était une petite aparté. Alors concernant l'Espagne, on va commencer par les côtés positifs. J'ai trouvé une Espagne assez fatiguée face aux Croates lors du dernier match. Il faut savoir que le sélectionneur ne fait que très peu tourner, pour ne pas dire quasiment pas d'ailleurs. Les joueurs, comme dit Emilia, ont beaucoup joué. La finale de Ligue des Champions était d'ailleurs 100% espagnole. C'était un avantage et une mise en lumière sur leur championnat, mais ça peut peut-être leur porter préjudice lundi. Parce que des mecs comme Ramos, comme Juan Fran peuvent être très très fatigués. Et en plus de ça, on les affrontait en mars, et dans un 3-4-3, si je ne dis pas de bêtises, où on leur avait posé pas mal de problèmes. Donc j'en viens à ce que je disais sur Insigné.
J'entends ce que dit Emilia à côté du 3-5-2 qui peut éventuellement les bloquer, mais j'ai aussi souvenir de ce 3-4-3 qui avait vraiment bien marché face aux Espagnols, notamment sur les contre-attaques avec des latéraux qui étaient à l'agonie. Et là, avec un Juan Fran qui est au bout du rouleau, il a la tête dans le seau. Hier, face à Perisic, il en a vu de toutes les couleurs. Je me dis qu'un mec comme Insigne, avec le peu de temps de jeu qu'il a depuis le début, ça peut vraiment faire des ravages. Après, En fin de match ou dès le début? Moi, dès le début. Moi, dès le début, franchement, Juan Fan est très en difficulté. C'est un très bon latéral, un très bon défenseur, mais il est au bout du rouleau. Il est plus tout jeune. Je crois qu'il a 31 ou 32 ans. Et il a enchaîné tous les matchs jusqu'à la finale de la Ligue des Champions. Et ça se ressent, honnêtement, ça se ressent. Même un mec comme Iniesta qui est génial, je l'ai trouvé fatigué. Donc, il y a une chance. Maintenant, le côté pessimiste va reprendre le dessus. Ça reste notre bête noire, ça reste l'équipe qui nous a battus lors des 2 dernières compétitions, donc en 2008 et en 2012. Ça reste une équipe qui est intrinsèquement meilleure que la nôtre, qui physiquement, même si elle est fatiguée, elle n'est pas non plus forcément en dessous la nôtre, parce que nos joueurs aussi sont fatigués avec la défense de la Juve notamment. Je reste sceptique. Je me dis qu'il y a une chance si on fait vraiment le bon module de jeu, si on fait vraiment le match parfait. Mais après, ça reste l'Espagne et ce serait malheureusement, entre guillemets, logique qu'on se fasse éliminer. Puis en plus, tu me connais, MJ, j'avais pronostiqué une élimination au premier tour en 8e de finale. Je vais malheureusement pas changer d'avis, même si j'espère me tromper. Et il y a une petite réaction tactique, et puis une question subsidiaire, démarres-tu avec les mêmes joueurs que contre la Belgique, c'est-à-dire par exemple avec Jack Kellini titulaire, ou offres-tu, c'était pas ton propos de tout à l'heure, mais je te pose quand même la question, puisque Tom vient de l'évoquer, offres-tu une titularisation à Insigne avec les arguments que Tom vient de développer? Alors j'aime beaucoup l'idée du 3-4-3, effectivement ça avait montré de bonnes choses contre l'Espagne en match amical. Maintenant, c'était pas la même Espagne non plus. Pour ma part, je me garderai le 3-4-3 pour évoluer en cours de match, éventuellement avec une rentrée d'Insigne. Et je garderai la compo de la Belgique à un détail près, c'est que vu son activité, je mettrai Florenzi à la place de Giaccherini. D'accord. Bon, c'est le seul changement que je ferai par rapport à cette compo-là. À la limite, éventuellement, discussion par rapport à Darmian vis-à-vis de son état de forme, parce qu'il est quand même... sur les 2 matchs que j'ai suivis de près, en tout cas, pour lesquels j'ai des notes, il est quand même soit rentré à la 60e, soit sorti dès la 57e. J'ai l'impression qu'il est un peu au bout du rouleau, notre ami Darmian. Donc oui, à voir parce que sur ce côté-là, il va avoir des sacrés clients quand même. Cela dit, Florenzi, avec le match qu'il vient de faire, doit être aussi au bout du rouleau, donc je sais pas s'il sera apte à démarrer. En même temps, il y a quelques jours de repos. Florenzi, c'est pas le même joueur. Ouais. Florenzi, c'est pas le même, c'est pas la même caisse qu'il a par rapport à Darmian. Certainement, mais là, il avait l'air particulièrement épuisé. Lui, c'est donné. Et surtout, Florenzi a pas été blessé cette saison. Darmian, il a loupé une bonne partie de la saison. Il se blesse d'entrée, je crois. Dès le mois de septembre, il me semble, de mémoire, et il revient que pour la 2e partie de saison, ça pèse quand même. Bon, Tom a une petite aparté avant que Soupalio prenne la parole. Oui, par rapport au match où Emilia dit effectivement que ce n'était pas la même équipe d'Espagne, donc j'ai vu les compositions, parce que du coup je me suis rappelé de ce fameux match en mars. Alors, il y avait quand même une bonne partie de l'équipe espagnole, parce qu'il y avait Morata, Fabregas, Ramos, Piqué, Juan Fran, De Gea. Il manquait effectivement Iniesta, donc là effectivement ça va peser, Busquets et Jordi Alba, même si Jordi Alba, il y avait Azpilicueta, et que Jordi Alba, cette année, je le trouve moins brillant qu'il y a 4 ans où il nous avait fait la misère. Et de notre côté, il manquait quand même quelques joueurs, parce qu'il manquait, mine de rien, on ne prend qu'un but en n'ayant que Bonucci, parce qu'on avait quand même défendu avec une défense à 3, avec Astori et Darmian dans l'axe. Et Thiago Motta, donc on n'avait pas De Rossi non plus. Donc c'était une paire Thiago Motta-Parolo. Donc à voir. Effectivement, c'était peut-être pas la même équipe d'Espagne, il manquait surtout Busquets et Iniesta. Mais je me dis que face au vrai trio défensif de la Juve, plus De Rossi au lieu de Thiago Motta, je me dis que c'est jouable. Ah, le pessimisme commence à diminuer, c'est bien. Jouable ne veut pas dire que ce sera fait. Non, mais de toute façon, oh là là. Restons réalistes. Soupalio, un petit mot sur tout ça, et puis justement, encore une fois, ta compo, on va pas citer ligne par ligne, puisqu'on sait en gros qui démarrera, mais apporterais-tu des changements, toi, si tu pouvais le décider, à la composition, type, à savoir celle qu'on a vue contre la Belgique? Oui, alors je rappelle qu'on va retrouver encore l'Espagne sur la route du mondial russe de 2018, puisqu'on est dans le même groupe qualificatif. Je pense qu'il y aura un Italie-Espagne au mois d'octobre.
qui risque de nous compromettre la qualification directe au Mondial russe. Sur l'affrontement de lundi, il faudra vraiment essayer d'exploiter les côtés, puisque que ce soit Juan Fran ou Jordi Alba ou Azpilicueta montent beaucoup et dépendent beaucoup d'énergie, donc il faudra bien provoquer de ces côtés-là et bien jouer les contres, avec notamment un Candreva qui peut faire mal à l'Espagne. Il avait d'ailleurs fait un très bon match en Coupe des Confédérations 2013. Après, en ce qui concerne ta question sur l'équipe, j'ai un petit doute. Est-ce que Parolo sera de la partie, bon, si on se réfère aux dernières compétitions d'équipe, oui, je me demande si un Florenzi ou un Sturaro, par son activité, ne serait pas plus adapté pour gêner l'Espagne, mais Sturaro, avec son expérience, risque peut-être de se ramasser des cartons assez stupides. C'est ça qui me fait peur. Il faudra vraiment une équipe athlétique, une rigueur défensive et une efficacité dans les contres. Au mois de mars, on a eu des occasions. Cette fois, il faudra les mettre. Il ne faudra pas avoir 36 occasions pour marquer un but. Et il est l'heure du chapitre Emilia, hein, donc il voulait parler de plein de choses. Donc Emilia, on te laisse ouvrir le bal et puis on réagira à tour de rôle avant de passer au mot de la fin. C'est ça. Alors, juste un petit préambule, un petit mot comme ça, rapide. Pour mon mot de la fin, je voulais parler de Zlatan, mais finalement, j'ai trouvé autre chose. Donc, Zlatan, j'ai juste un truc à dire. Ciao, bidone. Donc, ensuite, pour revenir à mon dossier, oui, effectivement, il faut parler de l'organisation, il faut parler des stades, il faut parler des pelouses, il faut parler des fan zones, il faut parler de tout ça. Parce que, tout simplement, je regarde l'Euro de football depuis 96. 96, c'était le premier que j'ai suivi, puisque 92, j'étais trop jeune. C'est le pire que j'ai eu à voir. C'est une catastrophe à tous les niveaux, c'est n'importe quoi. Alors, commençons évidemment par les pelouses. Ce soir, ça nous a sauté aux yeux. On a joué sur un truc. Franchement, même un tournoi de Sixte, t'oses pas l'organiser sur une pelouse pareille. C'était honteux, évidemment, la pelouse du stade de Lille. Alors, il faut savoir que l'UEFA a récupéré les stades, je crois, 2 ou 3 semaines avant le début de la compétition. Ils ont décidé de changer les pelouses dans plusieurs stades. Sauf que ils ont fait appel apparemment à un prestataire étranger qui utilisait pas les mêmes substances. Enfin bref, tout le monde se renvoie un peu la responsabilité, mais surtout ils ont trimballé la pelouse depuis l'étranger en camion réfrigéré. Tout le monde sait que c'est la meilleure idée du monde quand on transporte des végétaux sur plusieurs milliers de kilomètres. Et on a été donc jusqu'à peindre la pelouse du stade en vert, comme on a pu le voir notamment. Comme au Brésil. Comme au Brésil, que j'allais l'évoquer, comme au mondial brésilien, ou comme dans certaines affiches à San Siro aussi, mais bon, ça, il y a d'autres raisons pour lesquelles la pelouse de San Siro est catastrophique. Bref, C'est tout fou ça. quand même, hein, c'est fou ça de savoir ça. Je te laisse continuer, mais je suis sidéré par ce que j'entends. Non, mais moi, ça me fait halluciner de voir des choses pareilles. Je veux dire, en championnat, c'est catastrophique, ok, c'est une honte, les pelouses de Ligue 1, c'est lamentable, mais bon, à la limite, soit ça reste de la Ligue 1, mais là c'est l'Euro, quoi. C'est l'Euro, ça fait des années qu'on le sait, ça fait des mois qu'on connaît les stades qui vont y aller, ça fait des mois qu'ils sont terminés. Le stade de Lille, ça fait même plusieurs années qu'il est sorti de terre maintenant, je crois que ça fait 2 ans qu'il a été inauguré. Je veux dire, on pouvait pas l'anticiper un minimum. Et puis en plus, simple petit aparté comme ça, simple petite donnée, un petit truc assez rigolo. Vous savez qui est-ce qui s'occupe de l'entretien de ces pelouses-là au quotidien? Je parle pas l'UEFA, mais toute l'année. C'est comme les clubs ne sont pas propriétaires de leur stade, ce sont des employés municipaux, c'est-à-dire que c'est les mêmes personnes que ceux qui passent la tondeuse sur vos ronds-points. C'est les mêmes. C'est les mêmes jardiniers, c'est-à-dire qu'Adil Rami, potentiellement, il aurait pu entretenir le stade de Lille. D'accord, c'est les fonctionnaires territoriaux, c'est ça? Exactement, ce sont des fonctionnaires territoriaux qui s'occupent des pelouses des stades de football professionnel en France, à l'exception du Paris Saint-Germain, puisque le Paris Saint-Germain est propriétaire de son stade. Et 2,5 millions par an, hein, ça coûte. Mais c'est vrai qu'ils ont la plus belle pelouse de France et peut-être même d'Europe. Bah oui, mais une des plus belles pelouses d'Europe, et on sait pourquoi. Je vais dire, à un moment donné, il faut pas faire n'importe quoi. Et l'UEFA fait également n'importe quoi dans sa gestion à ce niveau-là. C'est un pur scandale de jouer sur des terrains pareils. Là, on l'a vu, on parlait de contrôle raté, mais les rebonds. Vous avez vu les rebonds sur chaque transmission de balle, même entre les défenseurs, ça arrêtait pas de sauter partout. Florenzi, à un moment donné, il rate une frappe, mais bon, forcément, avec des rebonds pareils, moi aussi je la rate. Hein. Dire n'importe qui la rate, même Messi, il la loupe. Et dire c'est n'importe quoi. On peut pas accepter. C'est quand même, ça fait partie de l'outil de travail. Ça fait partie du spectacle. Je l'ai déjà dit à ce micro. C'est honteux. Enfin, moi, je suis révolté de ça. Autant les stades, par contre, au niveau architecture, ils sont magnifiques. Le Vélodrome, c'est une merveille.
Mais par contre, les pelouses, c'est véritablement honteux. Ce qui est juste le plus important, je le disais à la fin de l'émission, c'est vrai que je crois que c'est pour le match de l'équipe de France, c'était sidérant, au Vélodrome ce qui s'est passé, mais je comprends pas, je le disais également, t'étais pas là, mais je comprends pas qu'on n'ait pas donné un quart de finale, une demi au Parc des Princes. C'est ça qui me choque. Surtout, on va jouer, je crois, huitième de finale, quart de finale, et peut-être même demi-finale au stade de Lille. Hein. Bon courage les gars. Ouais. Sinon, simple petit aparté, et pour finir sur la pelouse, alors, je me suis amusé pendant le match, et donc au glissadomètre, c'est Mota qui l'emporte, une petite tête devant Sturaro, 3-2. Sinon, Barzagli a glissé une paire de fois aussi. Enfin bref, voilà. Je me suis amusé, je me suis dit, vu la pelouse, on va compter, et effectivement, ça valait le coup. Et Mota a tenté quelques longs ballons, et il s'est retrouvé le cul par terre à plusieurs reprises. Donc, voilà, Mota a du mal à courir, il faut bien qu'il trouve d'autres moyens de se déplacer. Mais pour revenir au Parc des Princes, je corrige une erreur lors de la dernière émission. J'avais signalé qu'en fait la rénovation allait avoir lieu. Elle a eu lieu. Elle a eu lieu la rénovation. Le parc a été rénové ces 2 dernières années. Ce qui va avoir lieu en revanche, c'est ça que j'ai confondu, c'est l'agrandissement à 60 000 places. Il parle d'occuper les 2 espaces qui sont derrière les buts. Le Parc des Princes, au passage, pour tous ceux qui n'y sont pas allés, je le conseille. Je trouve que c'est un stade merveilleux personnellement. C'est un des plus beaux stades d'Europe. Ah oui, il date des années 70, je crois que c'est 1970 à vérifier. Et on se sent très proche de la pelouse, c'est pas du tout le Stade de France à ce niveau-là, il n'y a pas de piste d'athlétisme et où qu'on soit dans le stade, alors faut reconnaître que j'ai toujours été très bien placé, on vit vraiment le match, il y a une très bonne ambiance, c'est formidable, donc allez au Parc des Princes, il date mais il est rénové et croyez-moi on s'y sent très bien. Superlio, sur tous ces points, j'imagine que toi aussi tu tombes des nues quand tu vois ça quand même, l'organisation, et on n'a pas parlé de la cérémonie d'ouverture. En même temps, je leur avais recommandé de prendre Tom pour les hymnes nationaux lors de la cérémonie d'ouverture. Ils n'ont pas voulu. Ils ont préféré le jardin à la française avec David Guetta au milieu. Bon, forcément, ça pouvait pas passer. Mais la cérémonie d'ouverture, on a fait marrer tout le monde hein, sur Twitter. J'ai lu que c'était la kermesse de fin d'année des CM2, mais c'était tout à fait ça. Hein. Quand on compare les Jeux Olympiques, je sais pas si vous aviez regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres, et pourtant c'est pas les moyens des Chinois, mais c'était magnifique à côté. Ah, c'était extraordinaire. Ce qu'avaient fait les Anglais, c'était exceptionnel. Mais bon, les Anglais, quand ils font venir des stars, ils font venir McCartney. Qu'est-ce que tu veux? Nous, on a David Guetta, quoi. On a la musique qu'on mérite. Et une potiche blonde que personne connaît aussi. Il y a pas... Ouais, c'était joli par contre. D'ailleurs. Suédoise qui chante en anglais d'ailleurs. C'était très sympa pour. Oui, mais très joli, hein. Très joli. Ça faut pas l'enlever. Superio. J'aimerais aussi revenir sur l'insécurité, hein, parce que quand on voit les incidents de Marseille, c'était les mêmes qu'en 98 lors d'Angleterre-Tunisie, et ça c'est honteux, alors qu'on était prévenu depuis 18 ans de ne pas avoir prévu quelque chose. Hein. Parce qu'il y avait des incidents à Marseille avec des Russes, des Anglais, maintenant des Ukrainiens, d'autres incidents. Donc la France n'a pas réglé le problème de l'insécurité pendant les grandes compétitions et l'insécurité tout court. Hein. Je rappelle aussi qu'en 98, le gendarme Nivelle avait été agressé par des Croates ou des Allemands. Des Allemands. Des Allemands, oui. C'est pour ça que le sélectionneur de l'époque, il me semble que c'était Blazovic, prenait toujours un képi de gendarme pour rendre hommage à ce monsieur. Après, la cérémonie d'Arthur, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'était complètement ridicule, mais bon, on n'est pas à un ridicule près en France ces derniers temps. Et c'est aussi ce qui est un peu énervant, et là c'est juste personnel, c'est l'organisation qui a été confiée à la France, 3e fois que la France organise un Euro, et que l'Italie a été coiffée sur le poteau 2 fois d'affilée pour l'organisation d'un Euro, que ce soit en 2012, là, donc ça aussi c'est un petit peu énervant. En même temps, les stades italiens, c'est pas terrible non plus, hein, Emilia. Voilà, ouais, dans les stades italiens, j'organiserai pas, je te dis, même un tournoi de Sixte, je l'organise pas là-bas non plus. Hein. Faut aller à Siena. Siena, c'est le stade le plus formidable en Italie. Emilia, tu voulais compléter quelque chose. Le stade de l'Udinese est pas mal. Oui, pour en revenir, donc les incidents, effectivement, la sécurité, c'est grotesque. On a parlé d'Angleterre-Russie. Alors, les incidents Angleterre-Russie, 3 jours de guerre civile à Marseille, 6 interpellations. Hein, juste comme ça, c'est extraordinaire. Ensuite, il y a eu des incidents impliquant les Polonais, les Croates, les Tchèques, les Turcs, les Hongrois, les Belges, les Portugais, les Slovaques. Enfin, ça a été dans quasiment tous les stades pendant la première semaine, ça a été l'apocalypse. Partout, les fumigènes qui rentraient dans les stades. On est en état d'urgence, il y a des fumigènes qui rentrent dans les stades. Comment c'est possible? Il y a un explosif qui a pété sur la pelouse lors de Croatie-République tchèque. Est-ce qu'on s'en rend compte? Oui, il y a un joueur qui a failli s'en prendre un d'ailleurs.
Mais il y a un stadier qui l'a pris en pleine tronche surtout. Et justement, j'allais venir sur la sécurité, puisque moi je me suis un petit peu renseigné. Il se trouve que sur AC Milan Zone, on a un de nos chers membres qui est allé voir un match, il est allé voir l'Ukraine. Et donc je lui ai posé la question à Bellu, tout simplement, je lui ai dit comment ça se passe au niveau de la sécurité. Et il m'a dit alors autour du stade, il y a des gens en armes, ils sont très bien équipés, machin, etc. La sécurité autour du stade, ça va. Par contre, pour rentrer, la fouille, c'est une fouille comme si tu allais voir un match de Coupe de France ou de Ligue 1, hein, pas plus fouillé que ça. Voilà. Et puis une fois dans le stade, personne. Y a pas les gants en latex? Non, il n'y a pas les gants en J'en latex. connais qui vont être déçus. Et d'ailleurs, en parlant des gants en latex, tu fais bien d'en parler, puisqu'il y a un type qui est rentré dans une fat zone avec un fumigène là où le soleil ne brille jamais, et il a blessé de personnes quand même. Il faut savoir qu'un fumigène, ça fait, je crois, 18 cm de long par 4 de diamètre. Hein. Oh, ne dis pas ça devant Tom, il va encore nous dire un truc lamentable. Je te laisse finir, après je lui donne la parole, mais Tom, je t'interdis de réagir là-dessus. Je ne répondrai pas. C'est bien. Voilà. Et donc voilà, une fouille, une palpation très sommaire avant de rentrer dans le stade, et surtout, une fois dans le stade, il y a des bénévoles pour vous dire où est-ce qu'il faut se placer, etc. Mais rien du tout, pas une présence, que dalle. Et on l'a bien vu lors de Croatie-République tchèque que moi j'ai regardé, c'était frappant, c'est-à-dire qu'il y a eu des fumigènes de partout qui ont été lancés sur la pelouse, des explosifs, etc. Les stadiers, ils ont mis un temps monstrueux à intervenir. C'était n'importe quoi. Il y avait des mouvements de foule dans la tribune, ça aurait pu finir très 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 mal cette histoire. Très honnêtement, moi je suis outré de voir que dans un pays où on en vient à interdire de manifester, on ne puisse pas assurer la sécurité dans un stade. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et c'est l'image de la France qui en pâtit une nouvelle fois. Et simple petit truc comme ça, les Jeux Olympiques 2024, on oublie tout de suite, hein, laissez tomber les gars, hein, c'est De toute perdu. façon, c'est pas un mal. Tom, Voilà. Bah alors, ils ont fait donc les pelouses, les stades, la sécurité, donc je vais attaquer le sportif. Je l'avais déjà dit après le match contre la Belgique, mais je me suis dit, bon, peut-être que c'est le premier tour, ça va aller mieux. Et ben non. Alors, effectivement, l'Euro, ça reste un événement, on est toujours content de voir ces compétitions-là, mais en termes de niveau de jeu, j'ai pas le souvenir d'avoir un Euro aussi faible. Enfin, j'en ai pas le souvenir. J'en ai vu quand même quelques-uns aussi, peut-être un de moins que Emiya. Mais c'est faible. Alors, la moyenne de buts est inférieure à 2 buts par match. Si encore, ça voulait dire que les défenses étaient fortes, mais même pas. C'est juste que nos attaquants ou les attaquants de la compétition ne sont pas bons. Les gardiens ne sont pourtant pas beaucoup brillants. d'occasions manquées, tu as raison. Beaucoup d'occasions manquées, je trouve. Oui, mais des occasions manquées parce que c'est des tirs ratés. Même, il y a pas un gardien qui a fait des parades monumentales. Enfin, j'ai pas le souvenir d'un gardien qui a fait donc une phase de poule monstrueuse. Les attaquants, j'en ai pas vraiment le souvenir. Au final, le meilleur buteur, c'est Morata qui fait un bon début d'Euro sans être monstrueux, et Bell qui met 2 coups francs. Les autres, c'est pas brillant, quoi. Le jeu est pas bon. Dans les groupes, enfin, j'ai vu des qualifiés. Enfin, j'ai rien contre certaines équipes. Hein. C'est des supporters de ces équipes-là qui ne m'en tiennent pas rigueur. Mais alors, l'équipe suisse, je les ai trouvés pas bons. Les Turcs. Les Turcs, j'en parle même pas. Les Turcs, ils ont failli passer, c'est pour ça que je suis bien content que l'Irlande passe. Les Slovaques ont une grosse défense, mais alors, par contre, dès que ça passe au milieu de terrain, à part Ramsey, il n'y a personne. Les Suédois. Toutes les équipes, c'est que même les gros, même les Allemands qui sont censés être les favoris, avec les Espagnols les meilleurs, ils m'ont pas fait vibrer. Il n'y a pas une équipe, il n'y a pas une nation qui me fait vibrer. On parle de la France comme un potentiel favori, mais il l'est par défaut parce que le niveau moyen est faible. Alors oui, effectivement, la France cette année, avec une défense Rami Koscielny, pourrait gagner. Mais c'est parce que le niveau global est plus faible que jamais. Déjà en 2012 c'était moins bon, mais quand on compare avec le niveau global de l'Euro 2000 ou la Coupe du Monde 2002, en termes juste de niveau intrinsèque avec la qualité des joueurs qu'il y avait dans cette compétition, mais c'est alarmant. Il y a un monde d'écart entre il y a 16 ans et maintenant. Ouais, mais Tom, évidemment, à l'époque, on faisait jouer les locaux dans les clubs. Qu'est-ce que tu Ah veux, mais bien pour toi, hein. c'est la conséquence de ça, c'est que Bah oui. c'est ce que tu déplores depuis moult émissions. Depuis 15 ans. Depuis Voilà, 15 ans, je dis ça, moi. Et le souci, c'est qu'on a la conséquence maintenant, en dehors du fait que l'Euro est pas bien géré avec des pelouses pourries et que seuls les stats, la beauté des stats et les supporters, parce qu'effectivement, il y a quelques supporters comme l'Irlande, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont intéressants. Mais limite, on se passionne plus pour l'Irlande parce que ils ont des supporters, parce qu'ils chantent une berceuse à un bébé et que ça passe sur YouTube. Ou à une jolie blonde, mais c'est pas une berceuse dans ces cas-là. Oui, voilà, oui, c'est autre chose. Mais on est plus passionné par ça que par ce qu'on voit sur le terrain.
T'as vu qu'ils ont mis des billets, ils ont casé des billets dans une bagnole parce qu'ils avaient amoché la carrosserie. L'Irlande, Oui. l'Irlande arrive à être appréciable, appréciée de tous. Pourquoi? Pas par leur jeu, parce qu'ils n'ont pas de bons joueurs et qu'on se fait chier, mais parce qu'ils ont des bons supporters. On en est réduit à ça. Il n'y a pas une équipe qui fait vibrer sportivement. Enfin, je sais pas si c'est le cas aussi pour Emia ou Super League, Un mais peu la Croatie. moi, à part la Croatie, voilà, c'était mon point après. Il y a une équipe, 8 sur 24. Alors, le petit coup de gueule que j'avais, c'est sur ce fameux Euro à 24, je pense que ça doit jouer. Quand je vois des équipes comme la Slovaquie qui luttent bec et ongle pour obtenir une meilleure 3e place, je me dis que mine de rien, on n'aurait quand même pas ce problème avec un Euro à 16. Je sais pas pour quelle raison, si c'était pour favoriser les petits, si c'était pour permettre à tous les gros de se qualifier. On voit, soit dit en passant, que ça n'a pas marché vu l'absence des Pays-Bas, mais on voit surtout des matchs qui sont fermés parce qu'il y a des équipes qui maintenant luttent pour une meilleure 3e place. On voit une équipe comme le Portugal qui est capable de se qualifier pour les 8e de finale sans avoir gagné un match, ce qui n'était jamais arrivé dans l'Euro. Alors, je veux bien qu'on ait des petits, un peu comme la Ligue des Champions, comme dans différentes compétitions, mais l'Euro, c'était censé être une compétition vraiment rude, où les gros matchs arrivaient de suite. On se souvient de l'Euro 2008 avec la France et les Pays-Bas dans notre poule, de l'Euro 2012 avec la Croatie, l'Espagne, où on avait enchaîné avec l'Angleterre et l'Allemagne. Là, sans déconner, là, je prends l'exemple de la France, qui peut aller en demi-finale en affrontant l'Albanie, la Suisse, la Roumanie et maintenant l'Irlande, mais on voyait jamais ça avant. Et Non, mais oui, ça me déplore, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas, et le niveau de l'Euro ne fait que conforter ce que je dis depuis le début. Mais tu as raison, mais alors l'Euro 92 c'était pire que ce que tu racontes encore, puisqu'il n'y avait que 2 groupes. C'est trop jeune. Et il y avait un groupe avec la France, l'Angleterre, la Suède et le Danemark. Eh ben tiens-toi bien, la Suède et le Danemark sont passés. La France qui avait fait le grand chelem au passage dans les qualifs, la France qui était coachée et dirigée par Michel Platini à l'époque, qui avait fait le grand chelem, qui avait gagné absolument tous ses matchs et qui s'est retrouvée éliminée par la Suède et le Danemark, tout comme l'Angleterre. Alors qu'à l'époque, l'Angleterre avait un niveau tout autre que celui d'aujourd'hui. Je rappelle qu'il s'est demi-finaliste en 90. Bon messieurs, on va passer au mot de la fin. Emilia, tu t'y colles. Alors, mon mot de la fin, justement, c'est pour les équipes qui, moi, m'ont fait vibrer. Alors, si j'ai bien aimé la Croatie, le Pays de Galles, la Hongrie, la Slovaquie, l'Irlande du Nord, évidemment. Mais moi, je vais parler d'une équipe qui me tient particulièrement à cœur sur cet Euro. Je les ai suivis, j'ai vibré avec eux cet après-midi. C'est l'Islande, qui, non content d'avoir un pays magnifique, avec 300 000 habitants et seulement 100 joueurs professionnels, ils ont réussi déjà à monter un groupe de 23. Ça veut dire qu'il y a 23% des joueurs professionnels islandais qui sont présents à l'Euro, c'est dire. Et ils ont réussi à se hisser en 8e avec un groupe qui n'était pas si évident que ça quand même. C'est pas eux qui ont éliminé les Pays-Bas? Si, avec complètement. les Tchèques et les Turcs. Exactement, ils ont éliminé les Pays-Bas, ils se sont qualifiés dans le groupe, donc rappelons-le, du Portugal, de la Hongrie et le dernier il m'échappe, l'Autriche, voilà. L'Autriche qu'ils ont battu d'ailleurs cet après-midi. Et simple petit clin d'œil, on parlait des supporters, il faut savoir que concernant les Islandais, 6% de la population s'est déplacée. Il y a 6% de la population islandaise qui est en France à l'heure actuelle parce que comme ils sont 300 000 et qui sont venus relativement nombreux, c'est pour vous donner une image, c'est comme si sur une compétition internationale, il y avait environ 4 millions de Français qui se déplaçaient. Bon courage. Non mais Voilà. c'est impressionnant les chiffres, 23% de joueurs professionnels et Ah ouais. 6% de la Il y a population 100 qui se Il y a déplace. 100 joueurs professionnels et parmi eux, Eidur Gudjohnsen qui doit avoir à peu près 48 ans. Non, Donc, c'est impressionnant. Merci pour cette stat, j'ignorais, tu vois, donc tu m'apprends ouais, quelque chose. Et c'est vrai qu'ils ont été sympathiques à voir jouer moi, et j'ai bien aimé j'adore. les retournements de situation et puis leur sens de l'abnégation et leur courage tout simplement. Quel face à courage, des mais équipes quel réputées courage, plus fortes. quel état Ouais. d'esprit, tout ça. Moi, j'admire cette équipe. Franchement, j'espère qu'ils vont taper l'Angleterre en 8e. Mais moi aussi, mais c'est pour ça que j'aime bien l'Euro, tu vois, c'est vraiment très agréable de regarder ce genre de choses, même si effectivement, je suis d'accord avec Tom, le niveau n'est pas très élevé pour les raisons que l'on sait. On a Ouais, mais des en fait, petites équipes comme ça qui peuvent nous donner ouais. un peu de plaisir. Mais du coup, tu vois, je pensais à ça pendant l'intervention de Tom. C'est en gros la France championne d'Europe à cet Euro-là, c'est comme le Milan champion d'Italie en 2011, quoi. C'est J'ai juste, pensé avec exactement juste pareil. cette opposition. J'ai pensé exactement pareil. Tout le long de Ouais. l'Euro, je me dis la même chose. C'est vraiment fou. Bon, Supario, mot de la fin. Il faudrait que Conte nous fasse du Bearzot 82, c'est-à-dire Bearzot, pour ceux qui s'en souviennent, était le sélectionneur d'équipe d'Italie 82 et avait dû faire face à une deuxième partie de tableau plus que compliquée. Argentine, championne du monde en titre, Brésil, considéré comme une des meilleures équipes au monde, si ce n'est la meilleure en termes de football attractif, et après la Pologne de Boniek, et enfin la RFA en finale. Donc là, si on suit le même parcours, honnêtement, Il y avait d'autres joueurs, hein, Supario.
Oui, il y avait d'autres joueurs. Il Mais y avait bon, Conti, il y avait des gens comme ça, Antonioni qui a pas pu jouer la finale. bien sûr, la comparaison générationnelle et tourne à la faveur de cette équipe-là, mais après, on sait jamais. Chirea, Il y a Chirea, Tardelli, bah oui, Antonini, Cabrini, Gentile, et ça fait quelque chose hein, de rappeler ces noms-là. Si Conte arrive à nous sortir un gros truc, un gros coup tactique et qui nous permette de faire un gros coup à 7 euros, au-delà de lui, de toute façon, il n'a rien à perdre, hein. Si on est éliminé contre le champion d'Europe, personne ne lui en voudra. Et si on gagne, c'est que du bonus. Il faut le prendre comme ça. Emilia nous annonce qu'il a son maillot de Paolo Rossi sur le dos. Exactement. J'ai là justement, c'est marrant que tu parles de 82. J'ai le maillot de 82 sur le dos pendant que je fais l'émission. Je l'ai porté tout le match. Eh, c'est bien. En général, je me suis de Pirlo, moi, mais je l'ai Voilà. pas là. Numéro Mais 20. Paolo Rossi, super, hein, formidable joueur, même s'il a été très critiqué. Les gens disaient qu'un peu comme Schillaci, il ne marquait qu'en sélection. Cela dit non. Avec la Juve avant Ah d'aller non. en sélection, et surtout Ouais, le ouais, bien problème sûr. du Totonero, hein, c'est ça, hein, avec le souci. Oui, il a été suspension. suspendu, je crois, 1 an et demi ou 2 Oui, ans. 1 an et demi, 2 ans, effectivement, donc c'était des circonstances particulières. Il a fini un peu au Milan, me semble-t-il, sans briller, puisque c'était en fin de carrière. Mais en club, Oui. il a eu 1 ou 2 saisons où il avait des stats impressionnants, je les ai pas en Oui, tête. il a été meilleur buteur de série B et de série A, ce qui est assez rare. Il a été meilleur buteur de série A avec Perugia ou, ou Vicenza, c'est avec l'un des deux. Oh, Soupalio, défaut de mémoire. Il aura Ah. fallu attendre 23h52 le 22 juin 2016 pour avoir la petite hésitation Oui, de mais Soupalio. On j'étais essaiera de pas s'en né. souvenir. On essaiera de s'en souvenir. Bon, Tom, ton mot de la fin. Bah, pour pas changer, ça va être sur la Croatie, tout d'abord, parce que autant je suis très mauvais en pronostic et ça s'est vu avec l'Italie-Belgique, autant les Croates, ça fait longtemps que je les sens bien. Le match d'hier me l'a confirmé, et vu qu'ils sont pas sur la même partie de tableau, je peux aisément leur souhaiter d'aller en finale. Parce que vraiment c'est une belle équipe avec un très bel état d'esprit. Leur capitaine Serna me fait vraiment vibrer. Perisic effectivement qui était bon à l'Inter mais sans être transcendant, mais qui lui se sublime un peu à l'image d'un Grosso en 2006, se sublime avec le maillot de l'équipe nationale. Et puis Rakitic, Modric, évidemment. Hein. Ils ont Rakitic, Modric, ils ont un nombre de talents dans cette équipe, mais même les jeunes, hier ils ont fait rentrer Piaka, je sais pas comment ça se prononce, pardon, ou Rogue qui ont 20 ans et ils ont été vraiment excellents. Et alors petit aparté justement par rapport au Milan, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont croates et qui jouent en Italie. Alors je veux bien qu'on ait un Milan italien, mais enfin si on pouvait choper un bon croate, ce serait pas mal, parce que évidemment il y en a pas mal. Plutôt qu'un Et- Slovaque en carton. C'est que là on n'a pas grand chose, on a le Slovaque qui s'appelle Kuchka, mais par contre un petit croate qui serait talentueux et un peu technique, ça nous ferait pas de mal. Mais bon malheureusement c'est Galliani, on le sait. Et encore, Donc Tom, voilà. tu n'as pas connu la Croatie des années 90 avec Ah non, Azanovic, trop jeune. Prosinečki, Boban, Panchev, Panchev c'était un peu avant, Boksic, Šuker devant. Il y avait des joueurs à cette époque-là qui étaient extraordinaires, encore plus qu'aujourd'hui, Bilic. hein, c'était encore plus complet. Ah oui, Et c'est avant sûr. la scission, avant l'éclatement de la Yougoslavie, quand tous Ah, mais- ces joueurs-là étaient avec Stojkovic et Savicevic, t'imagines, ils auraient été à enfin moi en tout cas j'en faisais l'un de mes favoris à l'Euro 92, je rappelle que le Danemark a gagné après place. avoir C'était repêché, pris la place de la Yougoslavie. Il me corrige Tom, il me dit, ou c'est Soupalio, je ne sais pas, que Panchev était macédonien, autant pour moi, mais Panchev jouait à l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est pour ça que je fais la confusion. Mais Non, voilà, mais il y avait un nombre de tu as joueurs raison. extraordinaires. Ah, mais là, pour moi c'est magnifique ce qu'ils font, parce que c'est vraiment une belle équipe qui joue bien, qui a des supporters un peu difficiles. Bon, ça, on l'a rappelé lors du second match. Mais c'est vraiment une équipe qui me plaît. Et si l'Italie, allez, soyons fous, si l'Italie pouvait les affronter en finale, ce serait fantastique. Alors, Si là- l'Italie va en finir, on va brûler des Oui. cierges de toute façon. Ah, c'était mais le mot moi, de la de fin. toute façon, tu sais que j'y crois pas, mais bon. Mine Non, de mais rien, il me semble que la dernière défaite au match officiel contre l'Irlande, corrigez-moi si je me trompe, c'était lors du mondial américain en 94, Ouais. 1-0 d'ailleurs. Et on Puis avait de- fini, ouais. on avait fini en finale. Bon alors, tu le sais, je ne suis pas sûr du tout que je referai une émission parce que je pense qu'on va se faire éliminer lundi. Mais si on pouvait prendre le même chemin et arriver en finale, ce serait parfait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, brûler des cierges, réciter des chapelets, des rosaires si vous croyez en Dieu, parce que là, contre l'Espagne, ça va être très compliqué. On se donne rendez-vous. Le match est à 18h, hein, me semble-t-il. Oui. Je sais plus, je crois qu'il est sur TF1, pour ceux qui regarderont ça sur une autre chaîne que Beansport. Donc, on sera là. Donc, vers 19h50, on commence à enregistrer. L'émission sera en ligne dans la soirée. On va essayer d'y croire, messieurs. Je vous remercie. Il est tard, il est très tard, donc on va se quitter maintenant. On souhaite une excellente semaine à tous, et puis ça y est.
y est, on commence à brûler les cierges, c'est parti. Allez, courage supporters de la nationale, et puis donc rendez-vous lundi. Salut! Salut Ciao. à tous.